Aujourd'hui, au Metropolitan Museum of Art de New York, le visiteur peut découvrir cette toile intitulée « Let My People Go » que le peintre noir Aaron Douglas a réalisée dans les années 30. Mais qui sait que la présence dans les musées des œuvres des artistes noirs américains est très récente aux États-Unis? Qu'il a fallu attendre presque un siècle pour que ces œuvres soient accessibles au grand public. Ce changement d'attitude des musées américains s'applique aussi aux peintres noirs contemporains, comme Kerry James Marshall, Helen Gallagher et Whitfield Lovell, pour ne citer qu'eux, qui ont désormais leur place dans les institutions au même titre que leurs aînés Aaron Douglas ou Romare Berden. Assiste-t-on à une marche vers les musées des peintres noirs, comme l'a écrit le New York Times? Marche qui permettrait d'inclure enfin ces artistes dans l'histoire de l'art américain. Il est vrai que les grandes institutions comme le Metropolitan Museum of Art ou la National Gallery ont finalement ouvert leurs salles à l'art noir américain à travers quelques œuvres majeures d'artistes majeurs. C'est un peu tard. Ces artistes étaient depuis longtemps reconnus de tout un public d'universitaires, de mécènes, de collectionneurs. Et ces œuvres qu'on ne pouvait pas voir à la National Gallery ou au Met, on les voyait au Studio Museum de Harlem et on les voyait dans les universités noires du pays. Mais mieux vaut tard que jamais. Pendant 80 ans, le monde des musées s'est refusé à accepter l'art noir américain comme de l'art. Mais nous nous trouvons à un moment où l'art en tant qu'art, en tant que forme, couleur, structure, espace, et l'art comme acte politique se rejoignent. Et je crois que nous sommes enfin prêts à l'entendre. Désormais visibles, ces œuvres alimentent un marché spécifique qui s'est développé autour de galeries chics et d'enchères courues. Au fur et à mesure que les musées et les collectionneurs font des acquisitions, ils prennent conscience qu'il y a eu un avant et que les artistes d'aujourd'hui s'inscrivent dans une tradition. On ne peut pas appréhender l'histoire de l'art du XXe siècle en refusant de voir des artistes remarquables qui se trouvent avoir été noirs. S'agissant des artistes noirs américains, je pense qu'il faut se donner une vue totale de ce qu'ils font, de ce qu'ils ont en tête, et il ne s'agit pas toujours de race ou de politique. Il nous appartient de les aider à prendre de l'ampleur pour se découvrir eux-mêmes dans la totalité de ce qu'ils sont en tant que peuple et en tant qu'artistes. 80,000, I wasn't sure, I wanted to make very short. 85,000, 85 now. 90 is next. 90 is bid, it's $90,000. 90,000, I need 95,000, how about 100? And 100,000, 100 is bid, would you bid 110? In the room at 100,000, 110, 120, it's $120,000. Phone is out, it's 120, would you bid 130? At $120,000, 130 is next. Any advance in the room and selling at 120,000. Mais qu'est-ce qu'une peinture noire? Quel regard différent sur le monde ont porté ces artistes qui les distinguent des autres peintres? Je pense qu'ils avaient une obligation spéciale, à savoir l'obligation de lutter contre un torrent, une avalanche d'images négatives. Affiches, cartes postales, jouets, bibelots. Je suis à peu près sûr qu'ils étaient conscients de ce défi particulier. Cette obligation qui pesait sur eux de créer quelque chose qui ne soit pas seulement exceptionnel, mais qui montre aussi les hommes et les femmes noirs sous un jour nouveau, en convoquant des idées d'humanité, de dignité et de beauté, vraiment à contre-courant de toute la culture populaire. Paresseux, enfantins, violents, irresponsables,
l'image caricaturale du noir a pour objectif de l'enfermer dans des rôles qui justifient qu'on le dépossède des droits qu'il vient de conquérir. Il ne peut être comme le blanc, un citoyen à part entière. En réaction à l'émancipation des esclaves, la société américaine a élevé une frontière mentale et symbolique absolument infranchissable qui enferme à nouveau les Noirs. C'est la color line, ou ligne de couleur, qui désigne la ségrégation dont il est l'objet et qui le cantonne à un rôle de sous-citoyen. L'image du noir enfantin, ou sauvage, ou comique, ou violent, cela fait partie du système de la suprématie blanche. Présenter une autre image, c'est s'en prendre au credo raciste, et c'est donc un acte politique. L'art noir va donc naître aux États-Unis autour d'enjeux essentiellement politiques. Son acte fondateur va être la mise en scène de l'émancipation du peuple noir. Don't you put off today for tomorrow, 'cause tomorrow may never be let to save you. En 1867, année de la fin de l'esclavage, Edmonia Lewis sculpte une œuvre aujourd'hui exposée à la galerie de l'Université noire d'Howard à Washington. Une statue de marbre blanc qu'elle baptise Forever Free et qu'elle réalise à Rome où elle s'est exilée. C'est la première œuvre majeure réalisée par une femme noire américaine. J'ai découvert Edmonia Lewis en fouillant dans les archives de la bibliothèque d'Oberlin College. Je suis tombée sur l'histoire de cette femme venue étudier à Oberlin grâce à un missionnaire de l'État de New York. Elle avait grandi dans une réserve indienne avec son frère. Elle était indienne par sa mère et noire par son père. Elle m'est apparue comme quelqu'un dont l'existence se déroule en dehors de tous les canons ou de tous les chemins connus de l'histoire noire américaine. Elle avait en elle une force vitale, une volonté. Et j'ai été sensible à l'image romantique de cette femme dans cette carrière de marbre blanc, sculptant de ses mains brunes cette représentation incroyablement classique et incroyablement noble d'un homme et d'une femme affranchis, brisant leurs chaînes. C'est une œuvre insolite pour son époque, par la façon dont la personne noire y est représentée. C'était même scandaleux de dire ainsi « Voyez, ça c'est votre classicisme et l'histoire des esclaves y a sa place, autant que celle de vos dieux grecs. » C'est une image très intéressante qu'elle a créée. Une allégorie qui a suscité toutes sortes de questions très intéressantes pour nous et qui nous hantent toujours sur le double visage de cette liberté, d'un côté fièrement affirmée et en même temps consentie, reconnaissante, reçue avec piété. La sculpture d'Edmonia Lewis est une œuvre pleine d'optimisme. Elle nous montre quelqu'un en train de vraiment accomplir quelque chose. Par la suite, l'art noir tendra à se faire plus pessimiste, quand, sur la fin du siècle, les droits octroyés seront repris. Porteuse de tant d'espoir, l'abolition de l'esclavage est suivie d'une période de ségrégation généralisée. Alors que les Blancs restaurent leur pouvoir, les Noirs perdent espoir d'obtenir une pleine citoyenneté. Quand Ossawa Tanner entre à l'Académie de Philadelphie, une seule goutte de sang noir suffit pour basculer dans l'autre monde, de l'autre côté de la color line. Très clair de peau, Tanner est accueilli à l'Académie par le grand peintre Thomas Eakins, esprit libre qui se moque des interdits de l'époque. Mais ses condisciples n'ont pas la même largeur d'esprit. Les vexations se multiplient quand ils découvrent ses origines. Tanner finit ses études, mais ne réussit pas à vivre de son art. Il part à Paris en 1891, s'inscrit à l'Académie Julian, et très vite, il rencontre le succès. Sa toile, The Banjo Lesson, est sélectionnée au Salon de 1894. If we look at the banjo lesson,
Je pense qu'une des choses que Tanner a voulu montrer dans la leçon de banjo, ce sont les valeurs familiales, donner à voir que la vie des Noirs n'était guère différente de celle des autres, dès lors qu'il s'agissait de la famille, de choses très essentielles comme la transmission des traditions. Il en émane une dignité. Bien sûr, ce qu'il y a aussi d'intéressant avec la leçon de banjo, c'est qu'il s'agit d'une leçon de banjo. Et les gens qui regardaient ce tableau faisaient automatiquement le lien avec la figure du minstrel et l'époque des esclaves. Mais Tanner, dans son génie, se saisit de ce thème qu'on aurait cru forcément marqué par les stéréotypes, et il le tire hors de là. Il nous montre que pour ce jeune garçon, il y a une leçon à apprendre même de ça, de ce qu'on aurait cru négatif, caricatural, stéréotypé. C'est une œuvre puissante. L'autre pied de nez que nous fait Tanner avec la leçon de banjo et le repas du pauvre, c'est qu'après avoir créé ces deux chefs-d'œuvre de l'imagerie noire, il décide d'abandonner complètement le genre. On le pressait, parmi ses connaissances, de peindre d'autres portraits de Noirs. Mais il ne l'a pas fait. Et peut-être que ce n'étaient pas des portraits de Noirs pour lui. À Paris, Tanner veut être reconnu comme un peintre, et pas seulement comme un peintre noir. En quoi ma couleur de peau, le quart de sang noir qui coule dans mes veines, influence-t-il à jamais ce que je vais peindre ? Questionne-t-il. Ce n'est pas avec l'idée de créer une esthétique noire que Tanner a fait ces deux tableaux. Je crois que c'était surtout lié pour lui à quelque chose dont il se sentait très proche, comme la famille et les valeurs chrétiennes. Loin de l'Amérique ségrégationniste, Tanner a épousé une femme blanche, une Américaine. Libre, il mène la vie qu'il s'est choisie. Mais la réalité qu'il a fui se rappelle à lui une dernière fois. En 1917, pendant la Grande Guerre, il s'engage à 60 ans dans la Croix-Rouge. Un officier américain, ignorant ses origines, lui confie alors au sujet des soldats noirs. Il faudra en tuer quelques-uns quand ils rentreront au pays, histoire de les remettre à leur place. Le peintre Horace Pipin fait partie de ces soldats noirs partis combattre en Europe. Quelques années plus tard, il nous livre sa vision de la guerre avec une toile intitulée « The End of War », la fin de la guerre. C'est une œuvre étrange qui interpelle le spectateur. Pourquoi les soldats noirs qui y figurent sont-ils invisibles alors qu'ils font partie des vainqueurs ? Parce que les officiers américains ne voulaient pas que les Noirs acquièrent un entraînement militaire, craignant que, de retour au pays, ils ne s'en servent pour réclamer leurs droits. Mais on manquait d'hommes, et un compromis misérable fut trouvé. Le contingent noir va passer sous commandement français, privant les Noirs américains de toute trace de leur participation au destin de leur pays. Dans son œuvre intitulée « Autour du monde », l'artiste contemporain Whitfield Lovell a voulu rendre leur visibilité à ces soldats oubliés de l'histoire. Dans le tableau de Pipin, les soldats allemands, blancs, sont bien visibles. Et les soldats noirs sont presque invisibles, tant ils se fondent dans le paysage et la terre. Et donc, ce que je cherche, ou que j'ai cherché à faire dans mon travail, et en particulier dans cette œuvre, c'est de rendre visibles ces soldats noirs, de faire ressortir leur individualité et reconnaître leur qualité d'êtres humains. D'êtres humains qui ne faisaient pas simplement partie du décor. J'ai été très intrigué par cet assemblage qu'il a réalisé sur le cadre. Moi-même,
J'ai ressenti pendant des années l'impulsion de mettre des objets dans mes œuvres avant de passer effectivement à l'acte. C'est donc quelque chose qui m'a toujours beaucoup intrigué. Comme le dit le titre, c'est un tour du monde, au sens où ces soldats refont la traversée, mais en sens inverse. Ils retournent de l'autre côté de l'Atlantique, et cette fois de leur propre gré. S'approprier son image et maîtriser son destin sont deux thèmes majeurs de l'art africain-américain, et en particulier du travail de Whitfield Lovell. Ils sont au cœur de son installation Deep River, qui met en scène la traversée périlleuse d'une rivière par des esclaves du Sud en fuite vers le Nord et la liberté. Si les premiers artistes noirs sont des hommes et femmes isolés, tout va changer dans les années 20, avec la Renaissance de Harlem, un vaste mouvement culturel qui naît dans le grand quartier noir de New York. Une nouvelle figure va apparaître, l'artiste engagé dans un mouvement qui doit servir la cause de son peuple en mettant en avant son génie, un génie qui trouve son inspiration dans ses racines africaines, comme le signifie cet autoportrait du peintre Malvin Gray Johnson. Quand je regarde cette œuvre, la phrase qui me vient toujours à l'esprit, c'est « Voici le bohème noir », entouré de ses propres œuvres, mais aussi d'art africain. Et le simple fait qu'il ait inclus des pièces d'art africain dans ce portrait nous dit beaucoup de choses sur Malvin Gray Johnson. Qu'il a connaissance de son passé, qu'il est conscient du rôle important de l'art africain dans le modernisme, et aussi de ce que représente l'art africain pour un peintre moderne noir américain comme lui, qui cherche son chemin dans le monde artistique des années 20 et 30. Malvin Gray Johnson appartient à la dernière génération de la Harlem Renaissance. Parmi les intellectuels de ce mouvement, W.E.B. Du Bois, dans sa revue Crisis, va donner à l'art noir une fonction sociale et une dimension résolument politique. Alors que le philosophe Alan Locke tente, lui, de définir ce que peut être un New Negro, un nègre nouveau, conscient de son histoire et maîtrisant son futur. Locke disait « Voyez l'art africain, voyez comme les Européens l'idéalisent, voyez ce qu'en ont fait Picasso, et Modigliani et tant d'autres. Ils ont regardé l'art africain et s'en sont inspirés pour moderniser les formes avec lesquelles ils travaillaient. » Et donc, la position de Locke, c'était « Si eux ont su ouvrir les yeux, pourquoi pas nous? Pourquoi ne pas aller chercher l'inspiration de ce côté ?» Du Bois avait ce sentiment que l'art doit avoir un but social. Et donc, quand il dit que l'art doit toujours être propagande, ce qu'il dit foncièrement, c'est que l'art doit décrire les maux de la société et le bien et les choix pour le futur. C'est dans cet esprit que se lit le travail d'Aaron Douglas, qui met en scène le destin du peuple noir en Amérique dans une forme moderniste mixant l'univers biblique du gospel et le statuaire africain. Aaron Douglas fait des peintures murales. Il crée des compositions destinées à apparaître dans différents édifices de Harlem, des œuvres auxquelles vont réagir les gens ordinaires qui passent par là. Et ce sont des images très modernes. Des silhouettes et des images où il fait usage d'une palette de couleurs très choisie, souvent très inventive, fondée sur les lavandes, les turquoises, avec des dégradés.
Il n'y a rien de farfelu à dire que la peinture d'Aaron Douglas est largement imprégnée du son des musiques noires et qu'il rend avec ses dégradés la sensation des voix qui s'élèvent et retombent. Sa peinture vous donne vraiment l'impression de quelque chose qui vibre, avec des motifs qui reviennent et des vagues qu'on reçoit comme si on était à l'église ou dans un nightclub. Et je dirais qu'il a créé avec bonheur un langage abstrait qui nous fait vraiment saisir l'essence de ce qu'on peut appeler l'esthétique blues, ou jazz, ou gospel. Avec la musique, on est toujours dans le domaine de l'abstraction. Et donc, il y a sens à rapprocher non seulement le blues, mais aussi le jazz des créations visuelles, où la peinture et les formes semblent servir, non pas tant à renvoyer à des corps ou des choses du monde réel, qu'à suggérer une espèce de tension physique. Dans le Sud profond, la situation des Noirs ne s'est pas améliorée. Toute tentative de réclamer les droits les plus élémentaires se heurte désormais à la violence impitoyable de milices blanches. Ceux qui enfreignent leurs règles se font lyncher, comme en témoigne ce tableau peint dans les années 40 par Lois Mailou Jones, mettant en scène un homme face au supplice qui l'attend. La peinture noire ne peut se détacher de cette réalité. Strange fruit, étrange fruit, chante Billie Holiday pour dire les nombreux noirs pendus qui se balancent au bout des arbres dans les campagnes du Sud et qui inspirent à Robert Thompson cette sinistre nature morte. Pour échapper à la terreur, les Noirs du Sud quittent les plantations. Entre les deux guerres mondiales, 2 millions de Noirs fuient le Sud pour les grandes villes du Nord, Chicago, Détroit, New York. Accéléré par le New Deal de Roosevelt et l'industrie de guerre naissante, c'est le temps de la grande migration. Un jeune peintre, Jacob Lawrence, s'empare du sujet et réalise une série de 60 toiles de petit format mettant en scène cette épopée. C'est une série qui raconte une histoire, mais aussi une composition d'ensemble d'une grande force visuelle. Lawrence y limite sa palette à 7 ou 8 couleurs, préparées à la détrempe. Et la façon dont il a procédé est qu'il a peint simultanément, couleur par couleur, tous les 60 panneaux. Donc en faisant toutes les parties en jaune, puis celles en vert, puis celles en bleu. C'était pour assurer la continuité. Mais je le souligne, cela explique aussi en partie la puissance visuelle de l'œuvre. Là aussi, je dirais que c'est une œuvre moderne, par le choix qu'il a fait de rendre ses personnages et ses scènes dans un style non réaliste, construisant sa narration à partir d'images de facture abstraite, géométrisées. Il y a quelque chose de très géométrique dans ses représentations. Il était presque un jeune homme quand il a créé cette série. Et pourtant, on a vraiment ici une des grandes œuvres, non seulement de l'art noir américain, mais de l'art moderne en général. À la fin du deuxième conflit mondial, la société américaine se trouve prise dans une contradiction intenable. Comment se prétendre le pays de la liberté et ne pas reconnaître les droits les plus fondamentaux à une partie de ses propres citoyens? Pour la communauté noire, le temps de la soumission s'achève. L'heure est venue de se mettre en marche. En 1947, le travail de gravure d'Elizabeth Catlett donne un visage au rejet de la ségrégation et de ses lois. Il n'est pas difficile de dire que son portrait de femme assise dans le bus est une vision avant l'heure de Rosa Parks dans le bus de Montgomery et du mouvement des années 50.
Rosa Parks est cette femme noire qui, le 1er décembre 1955, à Montgomery, refuse de s'asseoir dans la partie du bus réservée aux Noirs. Son refus déclenche le mouvement de boycott des bus conduit par un jeune pasteur, Martin Luther King. C'est ce moment fondateur de la lutte pour les droits civiques qui est remarquablement anticipé par l'œuvre d'Elizabeth Catlett. Elle était vraiment toujours en avance sur son temps. Elle voyait par-dessus les têtes de la foule. Elle était comme un prophète à cet égard. Et une grande partie de son œuvre est vouée à cela. Les simples employés de maison, les gens à qui personne ne rend justice, alors que ce sont eux qui font avancer la société. Son cœur était avec ceux qu'on piétine. Son cœur était avec les gens vraiment privés de leur juste part, pour ainsi dire, dans la société américaine. Le travail d'Elizabeth Catlett répond aux injonctions de Dubois. Il sert la cause en montrant la dignité des Noirs face à une situation indigne. 10 ans plus tard, dans les années 60, l'abstraction s'impose dans toutes les formes artistiques. Alors que le jazz se libère, s'émancipant de ses règles rythmiques et harmoniques, en peinture, on assiste à l'émergence de l'expressionnisme abstrait dont va s'inspirer le peintre Norman Lewis. Pour Norman Lewis, l'abstraction offre un recul inédit. Elle libère la créativité en permettant l'émergence d'une véritable force symbolique qui touche plus sûrement le spectateur. C'est le cas de ce Rendez-vous du soir, peint en 1962, qui montre dans une forme sublimée du drapeau américain la présence blanchâtre du Ku Klux Klan, le rougeoiement des églises noires qui brûlent et la fumée bleue des âmes noires qui s'envolent. C'est aussi cela l'Amérique, nous dit Norman Lewis. Des enfants noirs brûlés dans une église, sous la bannière étoilée, cette icône trompeuse de la liberté. À la fin des années 60, si les Noirs ont acquis tous les droits formels des citoyens américains, leur exclusion sociale demeure. Les ghettos noirs vont alors s'embraser dans une violence extrême. À la fin de la décennie, les principaux leaders noirs, Martin Luther King et Malcolm X, ont été assassinés, laissant le peuple noir sans voix forte pour porter son récit. Quant aux artistes noirs, s'ils disposent maintenant de toute une palette d'expressions qui va du réalisme social à l'abstraction, ils n'ont aucune influence sur les choix des grandes institutions culturelles du pays. C'est dans ce contexte que l'exposition Harlem on My Mind se monte au Metropolitan Museum sans qu'aucun artiste noir n'y soit exposé. L'exposition documentaire Harlem on My Mind, certainement une très bonne chose en tant que telle, avait négligé de montrer l'art, ce qui était la mission du musée. L'exposition montrait des photos et nous donnait à voir Harlem dans ses aspects sociologiques. Mais ce qu'elle omettait de faire, c'était de présenter Harlem à travers les yeux des artistes et de leurs œuvres. La manifestation de protestation qui réclamait la présence dans l'exposition d'œuvres réalisées par des artistes de Harlem n'ayant pas abouti, le peintre Romare Bearden réagit en réalisant un tableau monumental, véritable fresque vivante de Harlem et de ses habitants, intitulé The Block. Nous nous trouvons sur le balcon d'Albert Murray, qui fut un grand romancier et essayiste américain et un ami très proche du peintre Romare Bearden. Ils étaient déjà de vieilles connaissances quand Murray s'est installé ici au début des années 50. Et ils ont passé bien des moments assis là tous les deux à regarder la vue et à discuter. Et Bearden raconte comment une fois, en jetant un œil de l'autre côté et en regardant une rangée de maisons, il a eu l'impression de voir comme une forme emblématique du quartier.
Cela devient alors intéressant de les imaginer regarder depuis ce balcon le bloc de maison que voici, qui est devenu le tableau intitulé The Block, avec cette idée d'une sorte de porche d'entrée ou de frontispice de la grande ville. De cette vision, il a fait une des grandes peintures de notre époque qu'il a intitulée The Block. C'est quelque chose qui est bien plus qu'un bloc de maison. C'est toute la vie à Harlem. Un merveilleux monde turbulent, débordant, sur plusieurs strates, qu'il est parvenu à voir, puis à transmuer. Bearden avait repéré le motif créé par ces toits et il a voulu le reproduire dans son tableau. Les triangles et les demi-cercles en haut des immeubles. Cet ensemble lui est apparu comme un clavier, nous dit-il. Et il a imaginé la vie derrière chaque fenêtre. Les amoureux, les familles. C'est fascinant d'essayer de se représenter les rythmes et les couleurs qu'il a pu voir, au sens figuré et aussi au sens propre de telle ou telle teinte. Apparemment, plus personne n'habite ces immeubles. Je me demande ce qui se passe et ce qu'on va bientôt voir avec la gentrification de Harlem. Ce qu'il a vu à l'époque, c'était un monde très riche, une communauté débordant de vie, et il en a fait une grande œuvre d'art. Je pense qu'il a voulu aussi réagir à cette approche documentaire de Harlem, qui se focalisait sur les problèmes de Harlem, et les ivrognes de Harlem, et le déclin de Harlem, en disant « Attendez un peu, Harlem, c'est une culture. C'est un lieu qui grouille d'enfants, de gens qui vivent dehors, comme dans maintes grandes villes du monde où la vie se déroule autant dehors que dedans. C'est un lieu qu'il faut célébrer, ne l'oublions pas. La ligne de couleur crée cette triste séparation selon la race. Mais il y a aussi, comme le disait Dubois, une ceinture noire qui enserre cette communauté où les gens s'aiment, jouent ensemble et s'amusent bien. Il n'est pas non plus surprenant que Bearden ait été sensible à des choses comme le retour au pays, la recherche de sa place en tant que citoyen des États-Unis, un pays auquel les Noirs américains ont toujours un rapport assez ambigu, comme leur patrie. Et c'est cette quête qui s'exprime avec ses ambiguïtés dans sa série de l'Odyssée. Pour moi, c'est une grande histoire, et qui réapparaît ici comme celle des Noirs. Il ne faut pas oublier que nous avons eu des émeutes à Harlem, que nous avons eu des déchirements vraiment terribles dans ce pays. Et quand il nous représente Troy, la ville en flammes, les gens qui se dressent les uns contre les autres, il pense, à mon avis, aux États-Unis et aux épreuves de notre peuple. À un niveau, il nous parle de l'Odyssée, à un autre niveau d'un lynchage, à un autre encore de la tentation et du salut de l'âme. Tous ces sens sont présents dans une superposition qui est aussi matérielle. Une feuille de papier, une couche de peinture, un dessin au crayon, une autre feuille, tout ça l'un sur l'autre. À la suite du scandale provoqué par la manifestation, The Block est finalement présenté au MoMA, puis acheté par le Metropolitan. L'œuvre de Romare Bearden se trouve à la charnière entre l'art invisible du ghetto et celui qui, dans les années à venir, va accéder aux grandes institutions.
Je pense que l'art noir américain et les artistes noirs importants d'aujourd'hui doivent énormément à cette avant-garde représentée par Romare Bearden et Jacob Lawrence. Ce qu'ils ont fait, eux et leurs nombreux collègues, c'est pratiquement de redonner une santé à l'art américain, qui était devenu un peu rectiligne, avec cette vision admise d'une progression menant de l'expressionnisme abstrait au minimalisme, puis au pop art. Ils ont balayé ces catégories, montré qu'il était permis de parler de soi, de faire à la fois du figuratif et de l'abstrait, de raconter des choses et de donner aux œuvres une complexité et une épaisseur de sens dont nous avions grand besoin. On a pu voir un peu la même chose du côté des féministes. Beaucoup de femmes artistes ont fait pareil. Et comme je le disais, je pense que ça a ouvert des portes à beaucoup de monde et aux générations d'artistes qui ont suivi. Avec les années 80 et la présidence de Ronald Reagan, la société américaine voit les inégalités sociales et raciales se creuser. Pour les Noirs, l'ascenseur social que la grande migration avait produit est désormais en panne. Détroit, la ville de la voiture, est en faillite et ses ouvriers au chômage. Fini les mélodies sucrées de Tamla Motown, place au rap. Alors que l'argent de Wall Street se déverse sur le marché de l'art, surgit de la marge urbaine Jean-Michel Basquiat, qui conquiert en une saison le monde de l'art officiel. Ce très jeune peintre d'origine haïtienne est l'exception qui confirme la règle. Le succès soudain, l'argent, la drogue, le parrainage d'Andy Warhol, tout semble l'éloigner de cette longue marche vers les musées. Mais un regard moins superficiel pointe le paradoxe d'un artiste issu du graffiti, mais qui ne peint que des toiles. Remarque l'omniprésence de masques africains qu'il inscrit dans la tradition de la Renaissance de Harlem et s'étonne de la citation de grands jazzmen comme Charlie Parker et Dizzy Gillespie en lieu et place de rappeurs aux chaînes dorées. Et donc, ces images que Basquiat condense dans son œuvre nous sont souvent déjà familières, sous d'autres formes. Mais lui les réunit, et ce faisant, nous surprend par une forme d'expressionnisme qui est nouvelle pour l'œil d'une certaine manière, car nous n'avions jamais vu tout cela ensemble. Il restera dans l'histoire comme un poète de la forme, des formes visuelles. Une fois l'effet de surprise dissipé, on découvre chez Basquiat une peinture savante qui pose l'incontournable question de la représentation du noir dans une Amérique blanche. Une Amérique qui a porté Basquiat au nu tout en continuant d'ignorer un courant artistique majeur qui reste confiné à la marge. No, black people are never really portrayed realistically, not even portrayed in modern art enough. Propulsé sur le devant de la scène, Jean-Michel Basquiat s'est retrouvé piégé dans une solitude qui l'a asphyxié. Il est aujourd'hui l'un des artistes noirs les plus cotés au monde. Quand Basquiat meurt en 1988, une nouvelle figure apparaît sur le marché de l'art, celle du collectionneur noir américain. Walter Evans, ancien chirurgien de Détroit, est la parfaite incarnation de ces nouveaux acteurs, qui vont contribuer à révéler la création noire, encore très peu présente dans les musées et les galeries. J'ai commencé à collectionner des œuvres au milieu des années 70, je dirais. À cette époque, on ne trouvait presque jamais d'art noir américain dans les musées des États-Unis. Et j'ai eu de la peine à en voir et à en savoir plus, car on n'écrivait pas non plus beaucoup là-dessus.
Et donc, j'ai commencé à faire une collection d'art noir américain pour que mes filles puissent voir cet art qu'elles ne verraient pas dans les musées. Il y avait très peu de galeries qui portaient l'art noir américain à cette époque. Les musées faisaient parfois des expositions, mais ils n'intégraient pas les œuvres aux collections permanentes. Je faisais donc le travail des musées. J'ai pas mal de peintures originales de Jacob Lawrence dans ma collection, plus de 30, en incluant celles dont j'ai fait don au SCAD Museum of Art, et plusieurs centaines si on compte les lithographies. Quand j'ai commencé ma collection il y a 30-40 ans, les musées n'étaient pas spécialement intéressés par ce que je faisais. Ce n'est plus vrai aujourd'hui, car maintenant, ils souhaitent acquérir de l'art noir américain. Je suis revenu m'installer à Savannah, ma ville natale, il y a 15 ans. Peu après mon retour, je suis entré au conseil d'administration du musée du SCAD, où ils étaient au courant de ma collection. Et ils m'ont demandé si je voulais leur faire une donation. Et j'ai réfléchi, et j'ai eu le sentiment qu'ils feraient avec cette collection la même chose que moi, à savoir la prêter à d'autres musées du monde. Voilà. Ella Fitzgerald par Beaufort Delaney. J'ai acheté ce tableau dans les années 90 à la galerie d'Arte Aspire de Paris. L'autre chose qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes artistes, je parle des Noirs américains, obtiennent beaucoup plus pour leurs œuvres qu'il y a 30 ou 40 ans. À part un ou deux, les peintres de ma collection sont des gens qui n'ont jamais vraiment pu vivre de leur art. La fin du XXe siècle voit la situation des artistes noirs radicalement changer. Une nouvelle façon d'affirmer son identité émerge qui lie origine africaine et histoire récente. Voici venu le temps des artistes africains-américains qui, tout en assumant les combats passés, s'autorisent désormais distance et humour. Hélène Gallagher fait partie de cette nouvelle génération. Dans son œuvre De luxe, elle s'attaque à la chevelure des femmes noires, au lieu de crispation identitaire aux USA. Tout le monde a en tête la pilosité affichée d'Angela Davis, proclamant haut et fort « Black is beautiful ». Mais la majorité des femmes noires cachent leurs vrais cheveux sous une perruque. C'est le lieu d'une violence sociale, d'un dressage du corps noir, nous montre Hélène Gallagher, dans son œuvre élaborée à partir de publicités découpées dans les magazines noirs des années 60. D'un côté, la perruque vous est vendue comme quelque chose qui va vous rendre, disons, plus acceptable et vous aider à réussir. Et d'un autre côté, comme dans n'importe quelle publicité où tous les arguments sont bons, elle est aussi porteuse, par exemple avec la Shiba, d'une référence à une espèce de passé perdu, de grandeur africaine passée, qui nous est effectivement très chère. Et donc d'un côté, les perruques parlent d'assimilation, et de l'autre, elles renvoient à cette vision complètement panafricaniste de l'histoire, à l'idée d'un grand passé qu'on vous a confisqué. Wiglet est une mosaïque de perruques associant vrais mannequins et femmes ordinaires, comme façon de suggérer que tout le monde a besoin d'une perruque, surtout ne sortez pas sans. Et les personnages semblent comme capturés par leurs perruques. Oui, c'est ça qu'il me faut pour sortir, avec ce sentiment qu'il y a quelque chose à recouvrir et en fait à protéger. À côté des publicités pour les perruques, il y a aussi toutes ces publicités pour des médicaments, des pilules,
pilules de toutes sortes. Pour le mal de ventre et pour les nerfs, pilules d'ail, et quelque chose contre vos courbatures, et quelque chose contre vos bosses aux pieds. Et on commence à avoir l'impression d'une litanie sans fin de misère. Je réduis à du visible quelque chose qui est de l'ordre du trauma psychique, et qui est irréparable et bien sûr invisible. J'en montre le contour. J'utilise la pâte à modeler et ces images ludiques comme un texte de remplacement pour quelque chose qui n'est en fait ni recouvrable, ni remplaçable, et sans doute impossible à guérir. Et qui est, disons, le fait d'être noir dans une société blanche et raciste. Je voulais être une artiste tout court, pas une artiste noire américaine. Mais bien sûr, je suis une artiste noire américaine, et bien sûr, je suis une femme. Et je ne cherche pas à y échapper, mais je ne veux pas non plus d'un langage prédéterminé. Pour moi, c'est ça l'important. C'est de garder accès à un point de vue abstrait à l'intérieur de cette spécificité. Le jazz est une musique bien particulière, et on le reconnaît quand on l'entend, même joué par un Japonais au Japon, où on sait qu'il a un contenu et une histoire bien à lui. Mais ça ne l'empêche pas de voyager. Et je pense que c'est ce que j'essaye de dire, que ces histoires méritent qu'on les retrouve et qu'on tourne autour et qu'on les laisse voyager. Que laissent derrière eux, dans le monde physique, réel, ceux qui ne sont plus parmi nous? Je pense que c'est ce genre de choses que je poursuis toujours dans mon travail. Je reste convaincu que l'impact d'un dessin, d'une œuvre d'art, est toujours très différent de celui d'une photographie. D'une certaine façon, cela oblige les gens à regarder plus longtemps et à contempler plus profondément ce qu'ils voient. Le fusain, c'est du bois brûlé en fait. Et cela me plaît. L'idée qu'en frottant, forçant, grattant, je réincorpore ce bois brûlé au bois des panneaux. Cela semble très naturel, disons comme choix. Et ce qui me tient particulièrement à cœur, c'est cet acte de rendre leur humanité à ces gens et de les élever à une certaine dignité. On me demande parfois, mais que voulez-vous dire en mettant ces gens dans un musée? Je ne sais jamais vraiment quoi faire de cette question. Ma réaction, c'est « Et pourquoi ne seraient-ils pas dans un musée ?» Ça fait sans doute partie du problème. Le fait qu'ils ont été ignorés, dédaignés quand ils étaient là. Et donc, ça me plaît tout à fait, cette idée que certains de ces gens auront peut-être leur image au musée un jour. Je ne crois pas avoir jamais rencontré parmi les artistes blancs que je connais quelqu'un qui aurait ressenti le besoin de faire une œuvre qui parle de la condition blanche, n'est-ce pas? Ces gens peuvent se permettre de simplement faire de l'art. Quand on est noir américain, le simple fait de faire œuvre d'artiste se charge d'un sens politique. On peut se demander si ce combat artistique et politique n'est pas sans fin, lorsque l'on voit les assassinats récents de jeunes noirs par la police et l'apparition d'un nouveau slogan qui nous projette en arrière, « Black Lives Matter ». Les vies noires comptent. Dans cette longue série de représentations dégradantes du noir, un nouveau stéréotype est apparu. Le jeune noir délinquant à casquette,
reléguant tout noir qui porte ce couvre-chef au statut peu enviable de cible désignée. Mais lorsque cette toile de David Ammons, représentant un Jesse Jackson demandant si on le préfère en blond, a été exposée dans la rue à Washington en 1989, de jeunes Noirs l'ont vandalisée, la jugeant raciste. Ce quiproquo illustre parfaitement le fossé qui sépare d'un côté le glamour du monde de l'art dans lequel les peintres noirs pénètrent enfin, et de l'autre, une société rongée par le racisme. Nous vivons une époque très complexe, où d'un côté, les artistes noirs américains contemporains sont vus et appréciés par un vaste public, et où de l'autre, les communautés noires des États-Unis doivent endurer la violence policière. Il y a une contradiction. En même temps, je pense que ce que nous attendons et que nous observons du côté du monde de l'art, c'est justement des artistes qui réagissent à cette période troublée, chacun à sa manière. Prenez des artistes comme Kerry James Marshall ou Helen Gallagher. Ces gens opèrent dans un cadre qui n'est plus du tout le même qu'avant. Ils ne se sentent plus tenus par le devoir de porter un message politique ou un contenu positif et édifiant. Et c'est ce qui rend leurs œuvres très excitantes et parfois aussi très provocantes. Dans cette longue marche des peintres africains-américains vers la lumière, Kerry James Marshall est celui qui a attaqué le plus frontalement l'enjeu central de la peinture noire. Son travail donne à voir une représentation du noir libéré des contraintes politiques qui pesaient jusqu'à présent sur les artistes. Cette libération passe par un formidable clin d'œil formel. Kerry James Marshall utilise une palette particulière. Il donne à ses personnages une couleur d'un noir qui n'est présent que sur les peaux. Noir est la couleur, nous dit-il. Cette peau noire affirmée et revendiquée fait émerger une beauté qui pousse le stéréotype à l'extrême en le retournant à son avantage. Un pied de nez qui signe le moment où la peinture rejoint l'acte politique et le transcende.